Bienvenue à chacun et chacune pour cette soirée conférence sur le thème de l'esclavage moderne. Et je me réjouis de vivre cette soirée avec vous, de passer en revue, de découvrir avec vous le merveilleux travail d'IJM. Avant ça, je vais juste me présenter et présenter Multiset. Donc cette soirée est organisée par Multiset. Et Multiset, c'est une église, c'est l'église du quartier pour les habitants de Sous-Bois, Villette et la Prairie. Et je m'appelle Valentin Cruchet et je suis le pasteur de cette église. Multiset existe afin d'aider les chrétiens à mieux connaître le Dieu de la Bible et à mieux vivre en accord avec le message de la Bible. Et puis Multiset existe aussi pour ceux qui ne sont pas chrétiens et qui ont des questions, des doutes ou des objections à l'égard de la foi chrétienne. Et puis l'idée, c'est d'avoir une église à la fois pour des chrétiens qui veulent apprendre à aimer Dieu et aussi qui soit ouverte sur l'extérieur et qui accueille des gens qui ne croient pas en Dieu, qui adhèrent à une autre religion et qui auraient des questions, des doutes, des objections, qui auraient envie de mieux connaître ce qu'on croit et d'en discuter. Et en tant qu'église de ce quartier, on soutient l'organisation IJM et c'est pour ça qu'on organise cette soirée et on trouve tellement bien le travail d'IJM, on est tellement content de pouvoir les soutenir financièrement et on trouve tellement beau leur travail qu'on a envie de le communiquer, de faire connaître leur travail et puis d'encourager les gens à en parler autour d'eux. Donc c'est l'objectif ce soir de présenter IJM. Donc qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va voir 4 choses. Premièrement, la réalité de l'esclavage moderne. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a encore des esclaves aujourd'hui et à quoi ça ressemble? On va présenter le merveilleux travail d'IJM, donc on va voir l'horrible réalité de l'esclavage moderne et le merveilleux et le beau travail d'IJM. Et on va voir comment IJM définit le problème et puis les solutions qu'ils apportent au problème une fois définies. Et ensuite, on verra pourquoi lutter contre l'esclavage moderne, qu'est-ce qui nous motive. Et puis finalement, que faire concrètement, qu'on puisse tous repartir de là avec quelque chose de concret à faire, parce qu'on peut tous agir d'une manière très concrète pour lutter contre l'esclavage moderne. Ok, alors on parle d'esclaves. Alors on n'utilise pas le terme d'esclave de manière hyperbolique pour exagérer une réalité moins grave. On ne dit pas esclave pour décrire des gens qui sont mal payés ou qui ont un travail difficile. Quand on dit le mot esclave, on l'utilise littéralement. Quand on parle d'esclaves, on parle de personnes qui sont privées de leur liberté et qui sont contre leur gré, qui sont obligés de faire des choses qu'ils n'ont pas envie. Ils ne sont plus les propriétaires de leur propre vie. Quand on parle d'esclaves, on parle de folie. Au Ghana, ce petit garçon qui se lève à 1h du matin et qui va devoir aller pêcher pendant des heures jusqu'à l'aube sur le lac alors qu'il ne sait pas nager. Et ensuite, qui va devoir aller vendre les poissons qu'il a pêchés encore jusqu'au début d'après-midi au marché. Et c'est donc l'histoire de folie qui s'est un jour retrouvé esclave et qui n'a pas le choix de faire ça. Et c'est lui et plein d'enfants comme lui. C'est l'histoire de Tatiana qui vient de Moldavie et qui est partie en Autriche en croyant trouver du travail. Et ce qu'elle a trouvé, c'était une maison close avec des hommes qui l'ont violée, battue, dressée à la prostitution. Et ensuite, elle a été prostituée pendant des années dans des bordels en Europe. Tatiana, c'est une parmi 500 000 femmes qui, chaque année, sont kidnappées, violées et dressées à la prostitution et exploitées pendant des années dans les réseaux de prostitution en Europe. Et ces 500 000 femmes, c'est juste en Europe. Juste en Europe, c'est 500 000 femmes par année dans les bordels pour le trafic sexuel. L'esclavage moderne, c'est aussi Kumar. En Inde, qui, avec sa famille, travaille dans une fabrique de briques et qui ne peut pas partir, qui n'est pas payé et qui ne peut pas partir. Et c'est dans l'histoire de Kumar qui raconte un jour, 2 hommes se sont enfuis, les ont retrouvés, et pour faire un exemple, ils ont coupé les bras, les mains de ces personnes qui ont fui. Donc, et puis Kumar, il est, sauf erreur, avec ses parents, et lui, c'est un enfant qui travaille toute la journée. C'est aussi l'histoire horrible et de plus en plus répandue de Casey, qui habitait dans un village aux Philippines, qui, pour des raisons de pauvreté, elle est envoyée en ville, mais elle se retrouve piégée dans une maison où ils tournent des films pornographiques avec elle, où ils la forcent à coucher avec des hommes ou avec d'autres enfants et pour vendre ensuite
ces vidéos sur Internet. Donc quand on parle d'esclaves, c'est vraiment des esclaves, c'est littéralement des esclaves, c'est des gens qui sont prisonniers. Ce n'est pas des gens mal payés, ce n'est pas des gens qui ont des conditions de travail difficiles. La réalité, elle est terrible. Et regardons un petit peu les chiffres. C'est environ 40 millions, 35 millions d'esclaves aujourd'hui dans le monde. Parmi ces 40 millions, 78%, c'est des gens qui vont travailler dans des champs, dans des fabriques de mines, dans des fabriques de briques, qui vont travailler manuellement. Et puis, c'est 22% ce sera pour l'esclavage sexuel. Et sur ces 40 millions, il y a 26% d'enfants qui sont esclaves. Ça génère, l'esclavage moderne, on estime, c'est des estimations, 150 milliards de dollars par année. Et 2 tiers proviennent de l'esclavage sexuel, et puis le tiers restant du travail manuel. Une chose qui est intéressante pour comparer un peu l'esclavage, c'est de voir le prix d'un esclave. Quel est le prix d'un esclave? Alors, c'est intéressant de comparer dans l'histoire. En 1850, pendant la traite des Noirs en Afrique, un esclave valait, si on convertit en dollars, 40 000 $. C'était un petit peu le prix que ça valait pour le propriétaire de cet esclave à l'achat ou ce qu'il lui rapportait. Ça, il faut aller regarder. Et si on compare à aujourd'hui, le prix d'un esclave est de 90 $. Et puis ça, c'est parce qu'on fait une moyenne, parce qu'en Europe, en Occident, il y a des esclaves qui coûtent plus cher, mais suivant dans quel pays en Asie, un esclave vaut 5 $. Donc, ça, c'est aussi un fait nouveau. Et ce fait-là fait que, alors, il y a beaucoup d'esclaves, il y a beaucoup plus d'esclaves. Maintenant, on est beaucoup plus sur la Terre, donc peut-être que proportionnellement, il y en a moins. Mais c'est un grand nombre, 40 millions, il n'y en a jamais eu autant. Et puis leurs conditions de vie n'ont jamais été aussi terribles, et certainement que le prix de l'esclave est une raison. Un esclave qui valait 40 000 francs, 40 000 $, on n'allait pas forcément le tuer dès qu'il était malade. Tandis que des esclaves, des enfants, on connaît des histoires d'enfants ou de travailleurs sur des bateaux qui sont malades, ils les jettent simplement par-dessus bord parce que de toute façon, il y en a des centaines qui veulent travailler au port. Donc, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi l'esclavage moderne est-il si atroce et si répandu aujourd'hui? 2 éléments de réponse. C'est parce que c'est très facile de trouver des esclaves, d'avoir des esclaves. C'est très facile en raison de la pauvreté. La grande majorité des esclaves sont des gens pauvres et c'est très facile finalement de les capturer, de leur dire tu auras du travail et après de les rendre esclaves. Il y a donc un lien entre l'esclavage et la pauvreté. Et donc lutter contre la pauvreté, c'est lutter contre l'esclavage. La question qu'on va se poser maintenant, c'est comment lutter contre la pauvreté, et avec l'idée de lutter contre l'esclavage. Et puis, pour ça, on doit définir les causes de la pauvreté et puis agir sur ces causes. Donc, si on veut avoir une réflexion et une action qui soit pertinente dans notre lutte contre l'esclavage, on doit avoir une claire compréhension de la pauvreté et des causes de la pauvreté pour pouvoir agir sur ces causes de la pauvreté. Alors, la pauvreté. Quelles sont les causes de la pauvreté? On pourrait dire que c'est le manque de nourriture. Je ne sais pas vous, quand vous pensez à la pauvreté, quelles sont les images qui vous viennent à l'esprit? Réfléchissez un petit instant. À quoi vous pensez quand vous pensez personne pauvre? Alors, parmi les réponses, certainement, il y a quelqu'un qui manque de nourriture, quelqu'un qui manque de soins médicaux, qui n'a pas accès à des soins médicaux, qui va mourir d'une simple maladie, entre guillemets, pour nous ici. Quelqu'un qui ne va pas avoir accès à un environnement hygiénique propre, qui va vivre dans la saleté, qui n'a pas de système d'égout, de tri des déchets, ou pour enlever les poubelles, ou qui ne sait pas comment simplement se laver les mains, qui n'a pas accès à de l'eau potable, de l'eau propre pour se laver, tous ces éléments-là. Qui manquent de travail. Les gens, ils ne peuvent pas travailler et donc ils ne peuvent pas gagner de l'argent et pourvoir à leurs besoins, subvenir à leurs besoins. Et bien des gens qui manquent de formation, ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas apprendre à lire, à écrire, ils ne peuvent pas aller faire des études. Donc voilà différents éléments quand on pense à la pauvreté. Et évidemment, si c'est ça les causes de la pauvreté, on va agir pour donner à manger.
qu'il y ait personne qui ne meure de faim. On va agir pour que les gens aient accès aux soins médicaux. On va agir pour que les gens aient accès à de l'eau potable et qu'ils soient enseignés sur comment éviter de tomber malade à force de vivre dans la saleté ou de faire des choses pas pertinentes d'un point de vue hygiénique. On va développer des micro-business de développement durable, essayer de faire apprendre aux gens à travailler et à pouvoir être engagés et à vendre leurs produits. On va faire des écoles où les gens vont pouvoir apprendre à lire et ensuite des universités. On va faire toutes ces choses. Et l'idée, c'est que si une personne pauvre a accès à tous ces éléments-là, eh bien, cette personne, elle ne sera plus pauvre. Elle va sortir de la pauvreté. Le problème, c'est que, en fait, ça ne marche pas vraiment. Parce qu'on a plein d'exemples de personnes aujourd'hui qui ont accès, ou qui, même s'ils avaient accès à ces éléments-là, sont toujours pauvres. Et c'est le cas, par exemple, de Folly. Même s'il avait accès à ces éléments-là, il serait toujours pauvre, il serait toujours esclave. C'est le cas de Tatiana, c'est le cas de Kumar, c'est le cas de Casey, c'est le cas de aussi une fille au Guatemala, peut-être que je vous en parlerai après, mais qui avait accès à l'éducation, qui avait accès, qui a accès à toutes ces choses, mais qui ne va plus à l'université depuis des semaines parce que dernièrement, en rentrant un dimanche de l'église, elle s'est fait attraper par une bande de gars qui l'ont sauvagement violée. Et depuis, elle n'ose plus sortir de sa maison. Donc, ça, avec tous ces cas-là, ça ne marche pas forcément. Et pourquoi ça ne marche pas forcément? Pourquoi ça ne suffit pas pour sortir les gens de l'esclavage? Et c'est là que IJM est incroyablement pertinent, en particulier Gary Haugen, le fondateur d'IJM. Il dit que le grand problème qui maintient les gens dans la pauvreté, c'est la violence. Tant que les gens, même s'ils ont accès à ça, ils ne sont pas sous la protection, ils ne sont pas protégés par la loi, par la police, et puis que n'importe qui peut leur faire du mal, ils vont rester dans la pauvreté. Et l'esclavage moderne est un parfait exemple de ça. Tant que ces gens ne sont pas sous la protection de la police, alors ils vont rester dans la pauvreté. Et c'est ce que Gary Haugen met en lumière, c'est le fondateur d'IJM. Je vous encourage à aller écouter son TED. C'est une intervention de 20-30 minutes qu'il a donnée où il explique très bien ça. Et il dit la chose suivante: vous pouvez donner des produits et des services variés aux pauvres, mais si vous n'empêchez pas les voyous de s'en emparer, vous serez très déçus de l'impact à long terme de vos efforts. Donc, la pauvreté, c'est toutes ces choses, mais c'est aussi la violence. Et c'est le point que IJM a su relever. Et Gary Haugen, il s'est rendu compte de ça. Il a été responsable de l'enquête suite au génocide du Rwanda. Et il dit, alors qu'il interviewait les gens et qu'il entendait des choses atroces, il dit, quand il y a des gens avec des machettes qui te viennent dessus, ce que tu as besoin, c'est d'une police qui te protège. C'est pas d'un accès à des soins médicaux en priorité. Et c'est là, et après, d'entendre des histoires après histoire. Il raconte l'histoire aussi dans son intervention d'une femme qui a vu son fils mourir de faim et qui est mort dans ses bras et qui lui raconte son histoire. Elle dit, en fait, tout allait bien, on allait bien, jusqu'à ce que mon mari meure. Et le lendemain, le jour d'après que mon mari est mort, notre voisin est venu, il nous a chassé de notre maison, il a pris notre terrain et on s'est retrouvé dans la pauvreté. Et lui, il dit, on a beau donner un accès à l'éducation, on a beau donner toutes ces choses aux gens, si on ne peut pas empêcher le voisin de violenter les personnes et puis de les réduire à la pauvreté, on n'accomplit rien. On n'accomplit rien. Il donne un autre exemple, il dit, c'est l'histoire il lisait dans une lettre de nouvelles, deux femmes qui se sont fait violer en allant chercher de l'eau à un puits dans un village en Afrique. Et l'organisation qui relatait cette histoire se félicitait d'avoir construit un puits plus proche du village, comme si ça avait réglé le problème. Il dit, mais on peut donner de la nourriture et toutes ces choses, mais si on n'adresse pas le problème de ces violeurs et qu'on n'adresse pas le problème qu'il faut les attraper et les mettre en prison, on n'a rien réglé en mettant un puits plus proche. Et il dit, si on faisait ça ici, si deux filles se faisaient violer en allant à l'école, et puis que la solution c'était de mettre l'école plus proche,
personne ne trouverait qu'on a réglé le problème. Mais il dit, pourtant on pense que ça suffit dans les pays pauvres. Donc il dit, les pauvres sont victimes de violences et ils ont besoin d'être protégés par la loi. Donc tant que les gens ne sont pas protégés, ils vont rester dans la pauvreté. Et si on leur donne une protection, alors ils pourront vraiment être libres. Les auditeurs d'aide internationale n'ont même pas pu trouver ne serait-ce qu'1% d'aide visant la protection des pauvres contre le chaos sans loi de la violence journalière. La plupart des organisations humanitaires ne règlent pas ce problème parce que ce n'est pas leur but. Elles visent à donner à manger, elles visent à donner des soins, mais il y a moins de 1% d'organisations qui adressent ce problème. Alors pourquoi si peu de travail humanitaire contre la violence? Afin de permettre de protéger les pauvres. Alors, premièrement, je pense que c'est parce qu'on n'arrive pas à imaginer l'horreur de manquer de protection. Et puis la deuxième raison, on va la voir. Nous sommes protégés par la loi. Vous et moi, on est protégés par la loi, et ça veut dire qu'on a des droits. Et on sait qu'on a des droits. Et ça nous paraît tellement évident qu'on n'arrive pas à se rendre compte à quel point c'est un privilège. Non seulement on a des droits, on est protégé par la loi et on a des droits, mais en plus, on est protégé par la police qui va, si je me fais, ma vie est menacée, je peux appeler la police et dans les 10-15 minutes, elle sera là pour me protéger. Et si la police n'a pas pu me protéger, elle va poursuivre les personnes qui m'ont fait du mal pour les arrêter. Et ensuite, on a un système judiciaire qui va juger ces personnes et qui sera capable de mettre en prison ces personnes qui m'auront fait du mal. Ça nous paraît évident, ça nous paraît normal qu'on ne le voit même plus à quel point c'est une bénédiction. Il suffit d'écouter ce fait divers tragique en Oregon pour se rendre compte à quel point c'est un privilège d'être sous la protection de la loi, de la police, d'un système judiciaire. C'est arrivé en Oregon, une femme appelle la police, et vous pouvez écouter, si vous écoutez le TED, vous aurez l'enregistrement, il le passe pendant sa présentation. Et elle dit, il y a mon ex-petit copain qui est sorti de prison, il essaye de rentrer dans ma maison, envoyer quelqu'un. Et c'est terrible parce que la personne au bout du fil, elle dit, en fait, on n'a plus, pour des raisons de budget, il n'y a plus de police le week-end. Mais vous avez une assistance téléphonique. Est-ce que vous pouvez aller vous cacher dans la chambre? Est-ce que vous pouvez partir? Et puis bah voilà, ce qui se passe, c'est que cet homme rentre dans la maison, l'étrangle et la viole. Ça, c'est la réalité de tous les pauvres dans le monde. Des milliards de pauvres ne sont pas protégés par la loi. Essayons d'imaginer ce que ce serait pour nous de vivre un mois dans des conditions comme ça. Alors, bien sûr que ça risque pas trop de nous arriver parce que si nous, on va dans des pays pauvres, et c'est la réalité, les riches sont protégés. Mais pourquoi? Parce qu'ils payent pour leur protection. C'est-à-dire que dans les pauvres n'ont pas les moyens de payer un garde du corps, mais les riches ont des gardes du corps, ont des services de protection, et donc eux ne se font pas inquiéter. Mais voyez comment il y a un lien direct entre la pauvreté. Comment, il suffit que quelqu'un vienne et soit un peu plus fort que toi, tu ne peux rien entreprendre. Tu es à la merci de qui que ce soit qui est à peine plus fort que toi. Donc rendons-nous compte du privilège qu'on a ici et que c'est vraiment un problème concernant la pauvreté. Et voyez, on voit directement le lien avec l'esclavage. C'est facile des moments où tu es plus fort, puis tu peux réduire l'autre à l'esclavage, puis qu'il n'y a pas de conséquences, parce qu'il n'y a pas de police qui va venir t'arrêter, il n'y a pas de police qui va venir libérer ces gens, il n'y a pas de système judiciaire qui va te mettre en prison, eh bien c'est évident que c'est beaucoup plus facile. Dans un pays d'Amérique du Sud, il dit un homme a plus de chances de mourir en glissant dans sa douche que d'aller en prison s'il a violé un enfant. Et en Asie du Sud, un homme a plus de chances d'être foudroyé par un éclair que d'aller en prison parce qu'il a des esclaves et puis qu'il est un marchand d'esclaves. Donc pourquoi si peu de travail humanitaire contre la violence? Premièrement, on n'arrive pas à imaginer l'horreur de manquer de protection. Et puis, le manque de protection est aussi difficile à voir. Peut-être vous êtes allé en vacances puis vous avez vu des belles rizières et puis des gens qui y travaillaient. Et peut-être que la totalité des gens qui y travaillaient, c'était des esclaves. Mais vous avez fait des photos. Vous vous êtes dit, c'était magnifique, cette visite. C'est très difficile de voir l'esclavage. C'est très difficile de voir la violence. Tandis que quand on voit quelqu'un qui meurt de faim,
On se dit, ah, moi j'ai à manger, il n'a pas à manger, c'est beaucoup plus. Puis on se dit, bah, la solution c'est de lui donner à manger. Ou quelqu'un qui n'a pas accès aux soins, puis qui meurt d'une maladie que nous, avec quelques dafalgan, ça irait, ou avec des vaccins. Donc, vous voyez la différence, c'est difficile à voir. Et pourtant, hein, les faits sont là, il suffit de regarder. La malaria plus les accidents de voiture plus la guerre ensemble causent moins de décès et de handicaps que les violences quotidiennes contre les femmes. Dans le monde, les violences quotidiennes, donc domestiques et sexuelles à l'égard des femmes, vont causer plus de décès et de handicaps chez ces femmes que la malaria, les accidents de voiture et les guerres combinées. Donc c'est une réalité qui est beaucoup moins visible. C'est beaucoup plus visible la malaria, les accidents de voiture et les guerres et les victimes de ces violences-là. Mais cette violence du quotidien qui est tout le temps présente, elle est réelle pour tous les pauvres qui ne sont pas sous la protection de la loi. Tout débat sur la pauvreté qui n'inclut pas le problème de violence ne doit pas être pris au sérieux. Je pense que Gary Haugen a raison, et c'est le point qu'il fait. Et IJM est une organisation très sérieuse qui non seulement montre le problème et décrit le problème, décrit la cause de la pauvreté, que la plupart des autres ne voient pas, ou s'ils le voient, en tout cas, ne proposent pas de solution. Donc non seulement il y a cette définition du problème, qui est excellent, qui est magnifique chez IJM, Gary Haugen, c'est un héros, et leur travail, c'est un héros intellectuel d'avoir su voir ça, mais c'est aussi un héros dans les faits, parce que l'organisation qu'il a montée d'IJM est incroyablement pertinente et efficace. Ils font 3 choses, IJM. IJM libère des esclaves et prend soin d'eux. 49 000 esclaves ont été libérés depuis le début d'IJM. 49 000 esclaves ont été libérés. C'est énorme, c'est magnifique, c'est splendide. C'est-à-dire que Folly, ce petit garçon dont je vous ai parlé, il a été libéré par IJM. Vous pouvez lire son histoire sur le site d'IJM, qui est horrible et en même temps magnifique, parce que c'est une histoire qui finit bien. Kumar, pareil, vous pouvez lire son histoire sur le site d'IJM. Il a été libéré. Et Casey aussi. Pourquoi ? Parce que IJM collabore avec la police pour mettre les esclavagistes en prison. Ah, pardon, excusez-moi. Donc d'abord, IJM, ils vont faire des enquêtes. Casey, la petite Casey, c'est des gens dans les bureaux d'IJM qui ont regardé ces vidéos horribles, qui ont trouvé l'adresse IP de où ça venait, et avec des agents sur le terrain qui sont allés pour trouver Casey et la libérer. Pour Kumar, c'est des enquêtes où les gens ils vont dans ces fabriques de briques, sous couverture, avec des caméras. C'est tout un travail où ils collaborent avec la police pour trouver ces esclaves et les libérer. Donc, IJM sont sur le terrain avec la police pour libérer ces esclaves. Et, pardon, j'ai dit qu'ils les libèrent et ils prennent soin d'eux. Chaque esclave est ensuite mis dans un programme pour qu'ils puissent se réinsérer, pour qu'ils puissent trouver du travail. Parce que ces esclaves sont des gens qui vont être des acteurs, les acteurs principaux dans leur société pour amener un changement, en particulier souvent dans la lutte contre l'esclavage. Un certain nombre d'entre eux vont lutter à leur tour pour libérer d'autres esclaves, mais la plupart d'entre eux vont être réinsérés parce que IJM prend soin d'eux aussi dans des programmes de réinsertion et puis voilà, pour parler aussi de ce qu'ils ont vécu. Donc IJM, deuxièmement, ils vont collaborer avec la police pour mettre les esclavagistes en prison. Donc ça, c'est très important dans IJM. Il ne suffit pas juste de libérer les gens puis de laisser courir les criminels. Non, IJM monte des dossiers et puis ils vont les accuser, les amener devant des tribunaux pour qu'ils soient jugés et mis en prison. À ce jour, ils ont aidé à condamner 3800 criminels. Et ça, c'est très important dans la lutte contre l'esclavage. On le verra après. Normalement. Et troisièmement, donc IJM rend le marché de l'esclavage risqué et trop cher. Voilà, c'est ça. Dans la deuxième plus grande ville des Philippines, 79% d'enfants esclaves sexuels en moins en 4 années. C'est-à-dire que dans cette ville, ils ont fait des sondages. Ils sont allés dans tous les bordels de la ville pour demander s'ils pouvaient avoir accès à des enfants, acheter du sexe avec des enfants. Et ils ont fait les statistiques. Ensuite, ils ont mis en prison toutes les personnes, donné des amendes à tous les bordels qui avaient des enfants, et ensuite ils sont repassés et ils ont observé que 79%, il y avait 79% d'enfants esclaves sexuels en moins dans cette ville aux Philippines. Donc ils ont un modèle qui marche, parce que les marchands d'esclaves ont des esclaves,
parce que ça rapporte beaucoup d'argent et c'est pas risqué. Dès le moment où ils vont en prison parce qu'ils ont des esclaves, ils arrêtent de le faire. Et ça se démontre clairement, les chiffres sont là, IJM a énormément de statistiques, vous pouvez aller sur les chiffres. Ils ont un modèle qui marche, c'est-à-dire de collaborer avec les polices sur place, de mener des enquêtes, de mettre les gens en prison. Parce qu'ils disaient, en fait, le problème, ce n'est pas qu'il manque les lois. L'esclavage est interdit partout, dans tous les pays. C'est juste que la loi n'est pas appliquée. Et IJM travaille pour former des policiers, former des juges, aider les États à avoir un système qui va mettre les gens en prison. Donc IJM travaille dans plein d'endroits dans le monde, avec des missions un petit peu différentes en fonction des endroits. Mais voilà, je vous encourage à aller voir le site pour voir un peu plus en détail ce qu'ils font. Alors pourquoi lutter contre l'esclavage? Alors, il n'y a pas tellement besoin de raison, je crois. Une fois qu'on voit la réalité de l'esclavage moderne, on n'a pas tellement besoin de raison intellectuelle pour lutter contre l'esclavage. N'importe quel être humain, je pense, qui voit ça se dit « il faut lutter, c'est pas juste, c'est mauvais ». Mais en tant que chrétien et multisex, la raison pour laquelle nous, on a 1 million de raisons en plus de lutter contre l'esclavage en tant que chrétien. Et la raison de cela, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Jésus pour nous sauver de la juste punition qu'on méritait pour nos péchés et de la sainte colère de Dieu. Et c'est la réalité de l'esclavage moderne et de la lutte contre l'esclavage moderne et du travail d'IJM illustre et nous permet de mieux comprendre l'Évangile. Alors comment ça illustre? Parce que on sait en tant que chrétiens que nous étions esclaves du péché. On était esclaves du péché. Et la réalité de ces esclaves, on voit qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit pour être libérés. Okay? Aucun de ces esclaves que je vous ai montrés n'aurait pu par eux-mêmes se libérer. Il a fallu que quelqu'un les recherche, monte un dossier et agisse pour les libérer. Et nous, en tant que chrétiens, on sait que la seule raison pour laquelle on est sauvés, la seule raison pour laquelle on a pu être délivrés de nos péchés et du péché dans nos vies, ce n'est pas grâce à nous, mais c'est grâce à ce que Dieu a fait en Jésus pour nous sauver. Donc ça nous permet de mieux comprendre cette réalité du salut par la grâce. Ça nous permet de mieux comprendre le prix qui a été payé, parce que ça a un coût. Libérer des esclaves, ce n'est pas quelque chose qui va se faire facilement. C'est beaucoup de travail pour tous les collaborateurs d'IJM, beaucoup de sacrifices et pour pouvoir libérer. Et ça coûte de l'argent, du temps, de l'énergie. Et la Bible nous dit que pour Dieu aussi, ça a été énormément de travail, du temps, de l'énergie. Et il nous a rachetés par son précieux sang. Voilà ce que nous dit 1 Pierre. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre, dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Tout ça, cette réalité de l'esclavage et de comment ces esclaves sont libérés nous rappelle, illustre et nous permet de mieux comprendre ces glorieuses vérités de l'Évangile. Jésus a payé de son propre sang afin qu'on puisse être libérés des conséquences du péché. Nous ne serons pas punis pour tous nos péchés, passés, présents et futurs, parce que Jésus a été puni à notre place à la croix. Et pour nous libérer du pouvoir du péché dans nos vies, déjà maintenant, il nous remplit de son esprit et nous libère. Ces deux vérités que nous étions esclaves et qu'on peut voir, ces esclaves ne peuvent rien faire pour être libérés, illustrent et nous permettent de mieux comprendre que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Alors que faire? Donc en tant que chrétien, l'Évangile va être notre motivation pour lutter contre l'esclavage. En luttant contre l'esclavage, on illustre aussi aux yeux du monde cette glorieuse vérité de l'Évangile. Et nous croyons que cette vérité spirituelle de notre esclavage spirituel, de notre délivrance spirituelle, est bien plus réelle et profond que l'esclavage physique. Mais les deux, notre libération spirituelle implique une action contre cet esclavage réel, physique, que l'on a vu. Alors que faire? Eh bien, une action toute simple, ce sera de donner de l'argent à IJM. Et c'est le but de cette soirée, c'est de vous encourager à donner de l'argent
pour IJM. Et vous pouvez faire ça directement en allant sur le site d'IJM, en vous inscrivant et puis en versant chaque mois de l'argent à IJM. Vous devenez un Freedom Partner, Freedom Fighter, je ne sais plus. Et puis en ce moment, si vous vous inscrivez, vous doublez, il y a un généreux donateur qui va doubler tout ce que vous donnez donc, pendant une année. Donc ça vaut la peine de vous inscrire. Notre Église donne 5% de tout notre revenu pour IJM. Donc vous pouvez aussi, si vous êtes membre, sachez que le 5% de chaque don est redistribué à IJM. Et si vous ne voulez pas vous inscrire à IJM, vous pouvez faire un don ce soir qu'on versera directement nous à IJM. C'est aussi possible. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'esclavage moderne. Je vais terminer sur ce que Gary Haugen dit. Il dit on peut être la génération qui va voir l'abolition de l'esclavage. Il dit qu'il n'était pas aussi optimiste avant, mais qu'aujourd'hui il est assez optimiste. Parce qu'il y a des changements, c'est-à-dire qu'il y a des grandes corporations comme Walmart qui ne veulent plus d'esclaves, qui travaillent pour faire leurs produits. Et ça veut dire que ça accélère les choses. Il donnait l'exemple, je crois que c'est aux Philippines ou un pays en Asie, où c'est Walmart qui a dit au pays « on veut continuer à faire du business chez vous, mais on veut 0 esclaves ». Et c'est le pays qui mandate IJM pour estimer combien il y a d'esclaves et lutter contre. Donc ça, c'est très récent. Ils disent, avant, les entreprises n'en avaient pas grand-chose à faire, mais parce que les consommateurs veulent des produits éthiques, alors les entreprises les demandent, et ça a des vraies conséquences. Derrière, c'est des enfants, des femmes, des hommes qui sont libérés de l'esclavage grâce à ça. Donc, il est assez optimiste, aussi parce que la moitié des esclaves se trouve dans 3 pays. Donc il suffirait d'abolir l'esclavage dans ces 3 pays pour qu'on ait déjà éliminé la moitié de l'esclavage. Donc voilà, on pourrait être la génération qui voit l'abolition de l'esclavage, mais ça veut dire d'en parler autour de nous, ça veut dire de donner généreusement à IJM ou à d'autres organisations. Et voilà, je m'arrête là et on a un temps de questions.